Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 2 août 2026. L'été passe vite. Et donc, aujourd'hui, on va parler des événements de la semaine, mais des événements qui sont passés quand même pas mal inaperçus, dont l'annonce du Hamas, du désarmement du Hamas, ce qui, à mon sens, est l'événement le plus significatif de la semaine, et ça a été complètement éclipsé par cette histoire de Ceuta, etc. Mais on va voir, on va analyser tout ça, parce qu'il y a... il y a des implications au désarmement du Hamas. C'est-à-dire, ça fait longtemps qu'on l'annonce, mais ouais, ça implique la création d'un État palestinien. C'est-à-dire, parce que le Hamas avait annoncé qu'il ne désarmerait jamais avant la création d'un État palestinien. Ça, c'est il y a à peine quelques mois, il y a, je pense, 8 ou 9 mois, il disait ça. À l'automne 2025, il disait « Nous ne désarmerons jamais tant qu'il n'y aura pas un État palestinien de créer. » Et là, ils annoncent qu'ils désarment. Donc, il y a eu des négociations en coulisses. On sait que... Et donc, on peut inférer que ces choses-là se discutent en coulisses. Mais ça arrive en même temps que l'annonce d'un cessez-le-feu avec l'Iran, qui n'était pas vraiment... tu sais, c'est encore une fois, les hostilités qui avaient cours au cours des dernières semaines. C'était, vous connaissez ma position, les gens ont dit, genre, Alexis, pourquoi tu ne parles pas de ça? Parce que j'ai pas vraiment grand-chose à dire. Si vous avez compris l'analyse de l'opération Epic Fury, le fait que l'Iran n'ait pas réellement ciblé les forces américaines, qu'il ciblait les bases permettant aux États-Unis de se retirer, etc., vous comprenez que ça s'inscrit dans la même logique. Pouf, pouf, pif, pif, pouf, pouf. On a frappé des trucs, des gardes révolutionnaires, des gardiens de la Révolution. Pouf, il y a une base américaine, pouf, pouf, pouf. En fait, ce que je pense que Trump fait, c'est qu'il étire la sauce pour avoir une annonce majeure de paix, peut-être au début de la rentrée, hein, pour les midterms, parce que c'est ça que tu veux. Il y a toujours cette espèce de séquence électorale où tu veux garder tes bonnes nouvelles pour le début de la rentrée, pour quelques mois avant les élections. Il y a ce qu'on appelle aux États-Unis dans le système électoral « the October surprise », c'est-à-dire le truc au mois d'octobre qui change tout. Rappelez-vous, c'est quand Trump était comme tombé malade et puis finalement, il ne pouvait plus retirer Biden parce qu'on pouvait guérir de la COVID. Trump avait montré juste un mois avant l'élection, October surprise. Et donc, c'est ce qu'il veut... j'ai toujours lu ça comme ça, c'est-à-dire il étire, jusqu'à temps qu'il y ait une excellente nouvelle, peut-être dans quelques semaines au début de la rentrée. Et j'en veux pour... je prendrais, par exemple... pour vous montrer que les relations avec l'Iran, là, ils viennent de signer. Donc ça s'est réglé en même temps que le Hamas. Bien, il vient pas de signer, mais c'est une façon de parler, là, mais ils viennent d'annoncer. Et pour montrer que c'est comme ce que je vous avais dit dans The Showman, le 17 juin dernier, le jour de la fête de Trump, l'Iran avait accepté de faire un cadeau diplomatique absolument sans commune mesure aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il a laissé Trump faire une annonce alors qu'il avait son UFC à la Maison-Blanche et qu'il lançait les festivités pour le 250e. C'était le gros événement de propagande en politique intérieure, le 17, là. L'Iran a dit, OK, vous allez pouvoir annoncer qu'on signe le mémorandum. Là. Et donc, ils ont accepté que Trump ait une victoire. Si tu es à couteau tiré, puis tu veux pas que, tu es dans des négociations acerbes où est-ce que l'autre te frappe tes bases et tu refuses, et c'est comme, genre, nous allons tirer nos missiles. Tu donnes pas un cadeau comme ça. Tu donnes pas un cadeau comme ça à ton adversaire. Lui le laisser annoncer le jour de sa fête qu'il y a une entente avec l'Iran et que, tu sais, le jour où est-ce que... Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que j'ai pas commenté jusqu'à maintenant, parce que j'avais expliqué... Généralement, quand il y a des événements qui se passent et je ne commente pas, c'est parce que tout ce que j'ai à dire sur le sujet a déjà été dit et ça suit la même logique. C'est-à-dire, si vous écoutez, vous avez bien compris ce que j'ai dit auparavant, ben, vous n'avez pas besoin d'explications supplémentaires. Voilà. Donc, je pense pas qu'il y a jamais eu réellement de beef. Ça fait longtemps que je dis qu'il n'y a pas réellement de beef entre l'Iran et les États-Unis.
fait depuis 2019. Je vais pas revenir là-dessus. Mais donc, c'est ça. Donc, il y a la Hamas, c'est ça qui se désarme. Il y a Fawzi, il y a l'opération Assultan. Allons-y tout de suite avec, rentrons dans le vif du sujet. Mais avant, on va rappeler à nos auditeurs qu'on est en plein été et que l'été, c'est la période la plus difficile pour le sociofinancement et que Radio-Québec, comme toutes les autres médias alternatifs, ne peut continuer à opérer qu'à travers le soutien de ses auditeurs. Dans le cas de Radio-Québec, les autres auditeurs ont des memberships, des abonnements mensuels, etc. On n'a pas ça à Radio-Québec, donc ça se fait sur une base volontaire. Il y a certains qui le font, d'autres qui ne peuvent pas. Eh bien, tu sais, Inch'Allah, ils ne peuvent pas. Et puis... Mais si vous avez la possibilité de nous aider, pensez-y, l'été, c'est toujours difficile. Voilà. Donc, je me suis rappelé qu'il fallait que je le fasse au début du Web Journal. Maintenant, Trump-Iran. Donc, Trump a annoncé dans un tweet sur Truth Social qu'aujourd'hui, le Conseil pour la paix, l'ineffable Conseil pour la paix, est parvenu à un accord historique prévoyant le désarmement complet du Hamas. Le désarmement complet du Hamas. Je ne sais pas si c'est passé inaperçu, là. Et puis, dans la section sur Ceuta, une des possibilités de l'opération, parce que c'est une opération montée de toutes pièces avec le Maroc, là, c'est entièrement... Les camions ont déversé des personnes, c'est fait avec l'autorisation du Maroc, 100%. Donc, il y a une des possibilités au début de... Je saute du coq à l'âne, là. Une des possibilités au début de ma réflexion, c'était en fait une opération de l'État profond qui visait à tourner la page sur le... Merci, Super 99. Tourner la page sur l'épisode désastreux du témoignage de Fawzi. Mais je pense que c'est plus complexe que ça. En fait, je pense que c'est une opération comme on dit, des chapeaux blancs. Là. J'utilise rarement l'expression, mais c'est de l'eau de safran. Et donc, c'est désarmement complet du Hamas. Comment ça se fait que c'est pas la une de tous les journaux? C'est comme la nouvelle absolument invraisemblable. Pensez-y, là. Le Hamas a été créé à la fin des années 80, au début des années 90. Israël a comme utilisé ça pour diviser les Palestiniens. Ça a été de la bile, du sang, des larmes, des enfants déchiquetés, etc., de la rengaine entre... Et puis là, on arrive à la paix, essentiellement. Est-ce qu'on réalise l'ampleur de cette nouvelle? Et ça a été piloté par les États-Unis conjointement avec l'Égypte, le Qatar et d'autres pays de la région. Il les remercie dans son tweet. Cet accord constitue une étape cruciale vers la mise en place d'un nouveau gouvernement palestinien à Gaza qui collaborera étroitement avec le Conseil de la paix pour venir en aide au peuple palestinien. Premièrement, Israël bénéficiera de la sécurité qu'il mérite, Gaza n'étant plus utilisé comme une base pour des attaques terroristes. Une fois le désarmement achevé, là, il y a une fenêtre d'à peu près 1 an pour le désarmement, de 6 mois à 1 an. C'est ce que j'ai lu ailleurs. Les forces israéliennes se retireront. Donc, Israël ne se retire pas immédiatement. C'est le Hamas qui se désarme en premier. Et par la suite, quand le désarmement est complet, Israël se retire. Et donc, Force internationale de stabilisation collaborera avec la nouvelle force de police palestinienne afin d'assurer, etc. Ça va mener, je tiens à remercier les négociateurs de Turquie, Égypte, Qatar, blablabla. Ça va mener nécessairement à la création d'un État palestinien. Comme je le disais en début d'émission, le Hamas a toujours dit que c'était non, qu'ils allaient sacrifier le sang, la chair, le sang de leur sang, leurs enfants, jusqu'à la fin des temps, tant qu'il n'y aura pas un État palestinien. Merci, Lucky Luke. Merci. Tant qu'il n'y aura pas un État palestinien. Donc, Hamas will not disarm unless there is an independent Palestinian state is established. Et ça a toujours été ça, la condition du Hamas. Ici, le Hamas affirme qu'il ne désarmera pas tant qu'un État palestinien indépendant n'aura pas été établi. Et donc, c'est comme un trou noir, tu sais. Donc, il n'y a aucune mention d'un État palestinien indépendant, mais on est capable d'inférer que ça fait partie des discussions par l'effet que les trous noirs, tu ne peux pas les voir, mais tu peux voir l'effet de gravité, l'attraction gravitationnelle qu'ils exercent sur les étoiles avoisinantes, etc., etc. Donc, même si l'État palestinien n'est pas mentionné par Trump ou nulle part dans cette entente, on peut comprendre, étant donné que le Hamas a toujours lié ça à l'État palestinien, que ça a été discuté puis qu'ils ont reçu des garanties. Donc, Hamas has finally agreed to disarm. Ils ont accepté de se désarmer. Trump félicite
se félicite pour l'entente à Gaza alors que le Hamas et les responsables israéliens voient des problèmes, etc., etc. OK? Donc, là, ici, évidemment, je pensais en termes d'État palestinien, même si, au début, il est probable que Gaza soit une enclave comme autonome ou quelque chose comme ça, mais qui pourrait éventuellement, même s'il n'y a pas de lien territorial, même s'il n'y a pas entre les deux administrations, et là, c'est Mahmoud Abbas qui doit être vraiment content, là, lui qui est resté tranquille durant tous ces mois. Et même s'il n'y a pas de lien terrestre entre Gaza et la Cisjordanie, merci, Jikel, merci CDA. On pourrait toujours, on est à l'ère, on est au 21e siècle. Là. Je sais que les gens n'aiment pas la technologie, mais on pourrait facilement creuser, comme un ou plusieurs tunnels entre Gaza et la Cisjordanie, comme ils vont le faire entre l'Arctique, entre merci Danbert, entre Alaska et la Russie. Le tunnel dont avait parlé Kirill Dmitriev. Donc, il y a toutes sortes de possibilités. Même si en surface, ça reste, le pays est divisé, il pourrait y avoir comme facilement un lien souterrain entre les deux sections, etc. Mais c'est-à-dire qu'il faut apprendre à penser à l'extérieur de la boîte. Là. Je sais que... Et donc, c'est ça. Tu vois, Hamas says it won't disarm without a Palestinian state. Et 8 mois plus tard, le Hamas accepte de se désarmer sous le plan de Trump. Ça veut dire qu'ils ont discuté l'État palestinien. Okay? Ça fait longtemps que je l'explique, etc. Et ça arrive en même temps que la cessation des frappes sur l'Iran et l'entente avec l'Iran pour la réouverture du détroit d'Ormuz. Trump qui dit encore une fois, les États-Unis sont prêts à riposter contre la République islamique d'Iran avec une force militaire et une puissance inégalée depuis la Deuxième Guerre mondiale. Malgré cela, d'autres pays au Moyen-Orient nous ont demandé de suspendre toute attaque. Un accord ayant été conclu sur les termes même d'un projet. Cet accord prévoit l'ouverture immédiate du détroit d'Ormuz, la fin de la menace nucléaire. J'ai accepté César, sa royauté, son éminence, Trump a accepté dans sa grande magnanimité, de suspendre les frappes dans l'intérêt du monde pour la survie d'un Iran prospère. Dans la survie d'un Iran prospère, c'est ce que Trump veut, c'est les mots-clés du discours de Riyad. Donc, vous l'avez ici confirmé, les gens disent des fois, genre, « Ah, c'est Trump qui le dit, ça n'a pas été confirmé. » Oui, ça a été confirmé par l'Iran. Les États-Unis et l'Iran concluent un accord pour mettre fin à la guerre, tandis que Trump annonce la réouverture du détroit d'Ormuz. OK? Donc, ça arrive en même temps. Il est fort probable que toutes ces négociations-là soient liées. Parce que le Hamas, le Hezbollah, tout ça, c'est des groupes qui sont liés avec l'Iran, que l'Iran a armé, qui sont sympathiques à l'Iran et tout ça. Et donc, c'est pas juste... Ça a l'air d'être des points séparés, le Hamas qui désarme et... l'Iran qui, finalement, la fin de la guerre, même si ça fait plusieurs fois qu'ils annoncent la fin de la guerre. Il y a quelqu'un sur X qui disait c'est la guerre de Schrödinger. C'est comme, elle est à la fois terminée et en cours. J'ai trouvé ça génial. Une guerre de Schrödinger, c'est typiquement Trump, c'est une guerre de Schrödinger, c'est-à-dire que la guerre est en même temps terminée et en cours. Comme le chat de Schrödinger. Là, il est à la fois mort et vivant, dépendant de la théorie quantique. Là. Dépendamment de comment on regarde, la guerre est soit terminée, soit ouverte, soit en cours. Mais donc, c'est ça, ces négociations-là sont... il s'agit, encore une fois, je reviens au discours de Riyad, de gigantesques négociations, parce que ce que Trump veut, c'est une paix globale, régionale. Et donc, vous comprenez que c'est-à-dire, il y a combien de parties impliquées là-dedans? Il y a l'Iran, il faut satisfaire Israël. Pour annoncer la fin des hostilités avec l'Iran, l'Iran fait pression sur, qu'il y a des contacts avec le Hamas, fait pression pour qu'il y ait un État palestinien, puis là, finalement, le Hamas dit oui, donne des garanties à Israël. Imaginez la quantité de curseurs que ça fait que tu peux annoncer une fin de la guerre, mais là, tu sais, il y a d'autres négociations, on demande d'autres garanties. Fait que là, tu recommences une guerre théâtrale avec du pouf, pouf, pif, pif, paf, paf, là, genre...
ils ont détruit une autre base des gardiens de la Révolution. Puis là, puis là, ça continue. Puis finalement, tu arrives, puis tu fais toutes tes annonces pour le début pour la rentrée, alors que les élections sont à 2 mois. Les gens vont avoir ça en tête. Si tu annonces la paix au mois de janvier, c'est 0 pour les élections, ça. Les gens vont avoir oublié la mémoire politique du citoyen moyen, c'est quoi? Je ne vais pas spéculer là-dessus, mais vous pouvez... je vais vous laisser spéculer. On a collectivement la mémoire politique d'un poisson rouge. Là. À passer 2 mois, ça n'existe plus. Et donc, tu veux que les gens se rappellent de tes... même chose avec Cuba. Ils vont annoncer fort probablement la transformation du régime à Cuba en même temps que, ou pas longtemps après, la signature d'un accord avec l'Iran, etc., le désarmement du Hamas, etc., etc. Donc, pensez à ça. Calendrier électoral, le fait que l'Iran et le Hamas soient liés et que le désarmement du Hamas aussi annonce quelque chose de très, très, très positif pour la création d'un État palestinien. Et ça va dans le sens de ce que Trump a expliqué dans le discours de Riyad, c'est-à-dire un Moyen-Orient apaisé, merci Saul, un Moyen-Orient apaisé, un règlement global, etc. Et c'est ce qu'il va obtenir. Les gens disent toujours, les gens sont tellement négatifs, là, c'est Israël, il ne respectera jamais, blablabla. Comment peux-tu accepter telle chose? Et que fais-tu de ceci, Alexis? Et pourtant, les choses avancent et on s'en va vers une paix régionale. Et puis, les gens vont, comme pour la plupart des critiques, vont juste ravaler leurs critiques, vont juste avoir l'air ridicule dans 5 ans. Tous les gens qui critiquent présentement, alors qu'on s'en va vers comme une paix, vers le bien, vers de la prospérité, etc., tous ceux qui ont craché dans la soupe, qui critiquent, je ne dis pas que c'est nécessairement mauvais d'avoir un esprit critique puis garder l'œil ouvert, c'est pas ça. Mais à un moment donné, après des années et des années, puis quand tu vois les façons d'opérer, les mêmes schémas se reproduire, la volonté de quelqu'un d'aller... à un moment donné, il faut... faut comprendre qu'est-ce qui se passe, hein, sinon on reste des enfants. Voilà, donc ça c'était pour l'Iran. L'Iran amasse de très, 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 très bonnes nouvelles. Ceuta maintenant, Ceuta, ce qui semble être une entreprise on pourrait dire une guerre de 5e génération contre le gouvernement Sanchez. On utilise les migrants comme des armes. J'ai pas les vidéos ici, mais il y a une bonne quantité de vidéos où est-ce qu'on voit des camions en provenance du Maroc arriver puis débarquer des centaines et des centaines de migrants juste à côté de Ceuta pour qu'il y ait... Les médias se sont fait prendre en flagrant délit de désinformation alors qu'ils nous disaient que les migrants ont passé des heures à la nage, qu'il n'y en avait que quelques centaines. C'est 60 000, c'est pas quelques centaines. Ils sont toujours en train de minorer. On voit le visage des médias. Hein. C'est juste toujours vraiment dommage pour les gens qui ne regardent que la télévision. Je pense les gens qui ont été élevés dans l'âge d'or du journalisme au 20e siècle et qui sont habitués à regarder la télévision, ils ont aucune information de qualité. C'est pire que du fast-food. C'est une chance qu'il y a Internet pour les vérifier. Donc, c'est ça, les migrants, regardez juste comme ça ici, là, avant de continuer. Regardez, 60 000 migrants ici rejoignent l'enclave espagnole de quoi rejoignent? Je veux dire, ils envahissent. Là. D'aucune façon, ces gens-là peuvent être considérés comme des migrants ou des demandeurs d'asile. Le Maroc n'est pas en guerre. Il n'y a aucune crise humanitaire au Maroc. Il n'y a aucune raison pour cette immigration-là. Il n'y a aucune base dans le droit international pour les recevoir, pour leur donner ne serait-ce qu'une bouteille d'eau. Il n'y a aucune base dans le droit international pour ça. OK? Et donc, ce ne sont pas des migrants. Traverser l'enclave, passer du Maroc à l'Espagne, ça prend à peu près 2 ou 3 minutes, là, si vous avez regardé les cartes, là. Donc, vous avez le Maroc. Après ça, vous avez l'Espagne. De l'autre côté, il y a juste comme une espèce de petit muret qui va dans la mer. Si vous regardez la grosseur des voitures, vous pouviez bien voir que c'est à peu près 20 mètres du côté marocain, puis à peu près peut-être un 30-40 mètres du côté espagnol. Regardez les voitures. En haut, vous voyez les voitures.
voyez bien que c'est microscopique comme petit muret, c'est symbolique, c'est pas fait pour arrêter personne. Regarde, c'est un petit muret comme ça. Vous voyez le Maroc de l'autre côté. Puis là, les migrants, les médias nous ont dit que certains ont passé des heures à la nage, alors que ça prend littéralement, pour quelqu'un qui sait nager, là, ça prend 2 minutes. Même pas 2 minutes. Tu sais, si tu vas vite, là, c'est 1 minute. C'est 20 mètres du côté espagnol que tu fais genre en moins d'une minute, tu sais quoi, 30 secondes. Tu tournes de bord et puis tu fais un autre 30-40 mètres. 2 minutes maximum. Et les médias nous disent, ils ont... Les médias qui étaient sur place. Imaginez ça, tu sais, je vais vous montrer un reportage. La fille, elle est sur place, elle est à Ceuta. Elle voit bien le muret qui fait juste 10 mètres, 15 mètres. Puis elle prend des témoignages, puis elle met de personnes qui disent je nage depuis 7 heures du matin. Puis elle met ça dans son reportage. Imaginez à quel point il faut être un hostie de traître de journaliste pour faire ça. Puis après ça, les journalistes qui nous parlent d'information, de qualité, de vérification des faits. Connard! Je les déteste quand pas tous, mais ceux qui participent à ce genre d'opération-là, ce sont des personnes menteuses et détestables. C'est que si les NGO l'urgence humanitaire absolue dans l'enclave espagnole. De quoi urgence humanitaire absolue? Le Maroc n'est pas en... C'est une invasion migratoire. Le Maroc n'est pas en guerre. Il n'y a pas de situation humanitaire au Maroc. Il faut appeler ce que c'est. C'est une tentative de déstabilisation. Ceuta, au nord du Maroc. Des centaines de migrants illégaux sont arrivés aujourd'hui. De quoi des centaines? On parle de 60 000. Qu'est-ce que tu dis là, bonhomme, espèce d'imbécile? C'est 60 000. Parfois très jeunes, certains... Mais continuent leur course pour tenter d'échapper à la police espagnole, débordée. Je nage depuis 6 ou 7 heures du matin. Est-ce que tu vas bien? Je nage depuis 6 ou 7 heures. Il est comme 10 heures ou 11 heures, ou je sais pas, midi. Là, je nage depuis 6 ou 7 heures. Puis la fille, elle prend ça, puis elle met ça dans son reportage. Rappelez-vous, c'est comme quand ils avaient montré une cheminée là, sur la station, la centrale nucléaire de Zaporijie. C'était une cheminée. Ils parlaient d'un obus russe. Puis ils sont sur place. Puis ils filment ça, puis ils essaient de vous faire avaler des conneries comme ça. Ils sont vraiment répréhensibles, ils ne méritent plus rien. En fait, ces gens-là travaillent pour les réseaux de l'OTAN. Okay? C'est ça. C'est comme beaucoup de journalistes qui travaillent pour les réseaux de l'OTAN. Leur truc, c'est de faire passer c'est comme la Cour suprême espagnole qui a jugé le 8 juillet dernier. La Cour suprême espagnole a décidé que les migrants arrivés par mer ne pouvaient être refoulés et nécessitent une longue et lourde procédure individuelle. Donc, l'invasion en cours à Ceuta a pour origine cette décision. Ici, la Cour ne fait aucune... est complètement à l'extérieur du droit. Ça ne repose sur rien. C'est comme dans le droit international, pour qu'il y ait des clandestins, pour qu'il y ait une migration, il faut qu'il y ait comme un pays en guerre, il faut qu'il y ait une réelle urgence. Là, c'est pas juste comme on prend le bateau parce qu'on veut venir. Mais là, ce que la Cour suprême autorise, je m'excuse, ce que la Cour suprême autorise, c'est ça. C'est que n'importe qui arrive est obligé de le prendre en charge, le mettre dans un hôtel, le nourrir, le loger, etc., aux frais des travailleurs. C'est comme en Ontario, j'en ai parlé de la décision de la Cour, merci d'Anbert, la décision de la Cour suprême, la décision de la Cour de l'Ontario qui disait, même si le gars est rentré illégalement puis il est là depuis 20 ans, vous êtes obligé de continuer à le nourrir, le loger puis lui payer ses dépenses, même si c'est un illégal. Les tribunaux sont complètement hors contrôle et je veux dire, c'est ça, travaillent pour l'OTAN, c'est ça, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir éventuellement regarder la connexion judiciaire. C'est pas juste les journalistes qui travaillent pour l'OTAN, il y a aussi des décisions de justice, etc. Et, petite parenthèse avant de continuer sur Ceuta, il y a cette semaine... Ça ici, cette entrevue absolument géniale de Tucker Carlson avec Elizabeth Lane sur la propagande, les réseaux de propagande de l'OTAN. Hein, par exemple, le journaliste Tristan Péloquin qui m'accusait de travailler pour les Russes sans aucune preuve. On se demande d'où est-ce que ça vient. Aussi, les gens de l'armée canadienne là, qui travaillent avec les Antifa, etc., qui sévissent sur les réseaux sociaux. J'en avais parlé, un certain Frank Who Knows, qui travaille pour la Défense nationale. Ce sont ce qu'elle explique finalement, Elizabeth Lane, c'est que
il y a des réseaux de propagande de l'OTAN. À Tucker Carlson, elle est exactement sur la ligne de Mike Benz, là, le fait que l'OTAN se soit retournée contre les populations sur la ligne George Soros de Société ouverte, là, et que l'OTAN maintenant attaque tous les mouvements populistes, etc. Si vous comprenez ce qu'elle explique, je vous invite à écouter son entrevue, si vous comprenez ce qu'elle explique, vous comprenez que l'OTAN a pour horreur tout ce que Trump essaye de faire. C'est-à-dire, oui, les États-Unis financent l'OTAN, etc. Puis encore une fois, c'est un jeu compliqué de déconstruire tout ça, mais que l'agenda populiste est combattu bec et ongle par l'OTAN et on se demande après pourquoi ils interviennent dans les élections européennes comme en Roumanie, etc., etc. Pourquoi les services secrets interviennent, pourquoi ils font pression sur les réseaux sociaux pour bloquer les mouvements populistes, etc., etc. Elle explique tout ça là-dedans. Toutes les fermes à bottes de l'OTAN, tu sais, souvent on se fait attaquer sur X ou sur, on se fait répondre, etc. Il y a des intelligences artificielles là-dedans. En tout cas, elle explique tout ça. Ça vient de l'OTAN qui combat le populisme. Et la décision de la Cour, de plusieurs tribunaux, hein, et de cette Cour espagnole, va exactement dans ce sens-là. Il va falloir faire le lien entre ces décisions judiciaires et aussi les réseaux de l'OTAN. C'est comme... c'est pas tout à fait... complètement séparés. Hein? Et ils utilisent, vous voyez ici, le weaponization of mass migration, a security risk to Europe and the United States. C'est l'immigration, ce que vous avez vu, ce qu'on a vu à Ceuta, c'est de l'immigration militarisée. C'est weaponized migration. J'en avais parlé dans le web journal le web journal sur Alligator Alcatraz. Weapons of Mass Migration, comment les migrations sont utilisées pour déstabiliser les pays comme une arme. Notamment dans une guerre de 5e génération, l'immigration peut être utilisée comme une arme. Using migration as a weapon, etc., etc. Et on se rappellera que l'administration Trump, dans son National Security Strategy, pointait du doigt l'immigration comme une menace déstabilisatrice à la sécurité nationale, etc., etc. Or, c'est exactement... ce que les tribunaux permettent. Les tribunaux permettent, autorisent, permettent, encouragent et découragent toute résistance à cette force déstabilisatrice qu'est l'immigration de masse. Okay? Donc, maintenant, donc c'est ça. Ici, j'avais, comme je le disais en début de Web Journal, il y avait plusieurs possibilités au début, comme faire diversion de l'affaire Fauci. Immédiatement, ça a été ma première réaction. Ouais, on était sur une lancée avec Fauci, et ça devenait mondial, tout le monde en parlait, puis là, tout d'un coup, paf, sur le top, je dis, après ça, il y a eu des géopoliticiens qui ont dit, genre, c'est une tentative de prendre le contrôle du détroit de Gibraltar, c'est-à-dire, tu sais, le Maroc essaie de déstabiliser l'Espagne, de sortir l'Espagne de Ceuta pour prendre le contrôle du détroit de Gibraltar. Je pense que c'est complètement ridicule. Je ne veux pas dire... ici, il y a toujours cette vidéo-là qui part. Je ne veux pas dire que c'est... Mais en tout cas, regardons ici. Donc, ça ici, vous avez le détroit de Gibraltar, l'Espagne et le Maroc, juste en dessous. Tangier et puis Malaga, etc., etc. Et dans le petit carré, vous avez le détroit de Gibraltar qu'on retrouve ici. Gibraltar avec Ceuta, juste au sud du détroit de Gibraltar. Le détroit de Gibraltar est contrôlé par l'Angleterre. C'est un truc anglais, un territoire anglais. Et Ceuta, c'est un territoire espagnol. Mais le truc, c'est que Ceuta, Ceuta ne permet en rien le contrôle du détroit de Gibraltar, parce que Ceuta n'est pas une enclave militaire, Gibraltar, c'est une réelle enclave militaire. Le rocher de Gibraltar, c'est un gruyère, il y a il y a une base militaire là-dedans, il y a des tunnels, il y a des canons, c'est une vraie base militaire, là. Ils peuvent bloquer, ils peuvent tirer sur les bateaux qui passent dans le détroit de Gibraltar. Ceuta, non, pas du tout. Et donc, ça me semblait être une déformation professionnelle de la part de certains géopoliticiens. Surtout qu'en droit international, il n'y a aucune base pour la récupération de Ceuta pour le Maroc. C'est un territoire espagnol. Encore une fois, récupérer Ceuta, ce serait comme une déclaration de guerre à l'Espagne. On aurait un événement comme la guerre des Malouines, hein, dans les années 80 entre l'Angleterre et l'Argentine pour une île. Les îles, les Falklands, là, je ne me rappelle pas que c'est quoi en français le nom. Et donc, c'est complètement impossible. C'est pas un petit événement comme ça, surtout que les migrants sont retournés chez eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la majeure partie de ces envahisseurs, de ces armes de déstabilisation, de ces armes biologiques de déstabilisation sont retournés chez eux.
Qu'est-ce qui reste maintenant? Donc, il reste le point 3, c'est-à-dire une guerre de 5e génération contre le gouvernement Sanchez, parce que le gouvernement Sanchez est sur la défensive depuis les événements. Donc, il faut que les migrants puissent rentrer au Maroc le plus tôt possible, dit Sanchez. Premier ministre lors d'une conférence de presse, etc., etc. Donc, il sait qu'il est dans l'eau chaude, ils doivent retourner. Tu sais, un événement choc comme ça, là, c'est comme, rappelez-vous, c'est comme durant la COVID, il y avait l'espèce de on appelait ça des flash mobs. 50 personnes rentrent dans un espace public, commencent à danser, etc. Ça attire l'attention des médias. Tu passes ton message et puis tu disparais. C'est un peu l'effet flash mob, mais à un niveau international. Et là, vous voyez ici, donc, comme je dis, il est dans l'eau chaude. Arrivée des migrants à Ceuta, certains parlent d'invasion migratoire, même au sein du Parti socialiste espagnol, relève Alexandre Deval. Ça a évidemment donné des armes au parti centriste espagnol. Ce ne sont pas des partis d'extrême droite, ce sont des partis centristes, parce que 90% des gens sur la Terre veulent une réduction de l'immigration, veulent soit pas d'immigration du tout, ou dans les pays qui sont concernés veulent une réduction. J'ai déjà expliqué, c'est du super-centrisme. Donc, appelez des partis de droite, là, appelez des partis qui veulent une réduction de l'immigration, des partis de droite, ça m'enrage. Je ne veux plus entendre ça du tout. Ce sont des partis centristes, c'est ce que tout le monde veut. Okay? Et donc, le leader de Vox exige une militarisation permanente de la frontière espagnole pour protéger Ceuta en cas d'une invasion de migrants, etc. Donc, ça donne des armes aux partis centristes. Il y a l'extrême gauche, puis après ça, il y a comme tout le centre, on s'entend. Ça donne des armes aussi à tous les Mélanie, Le Pen, Weidel, etc., etc. Donc, c'est du pain béni pour les figures centristes. Parce que ça justifie leur préoccupation dans l'espace public médiatique. On va pouvoir après ça se référer à ce qui s'est passé à ceux. Tu sais, ça ébranle l'esprit du public. Les gens, le monsieur et madame tout le monde, là, qui paye ses contraventions puis qui va chercher les enfants à l'école et tout ça, là, généralement, il n'est pas très préoccupé par ça. Il va voir une incivilité ici ou, tu sais, c'est... Mais là, ça encore une fois, ça fait la nouvelle puis ça choque les esprits, ça frappe les esprits. Et c'est ça qui était voulu, justement. Pas juste ça, c'est ça a aussi permis un certain nombre de pierres blanches en Europe, notamment comprendre que suspendre l'espace Schengen, c'est possible. Pour les Canadiens qui ne savent pas c'est quoi l'espace Schengen, c'est la libre circulation des personnes là, à l'intérieur de l'Europe. Il n'y a pas de frontières comme entre les pays européens, c'est ça l'espace Schengen. C'est ce qu'on va avoir probablement avec les États-Unis après une couple d'années. On nous a aussi montré que la remigration, c'était possible. Ben oui, Sanchez dit qu'ils doivent retourner chez eux, retourner au Maroc le plus tôt possible. Avant, c'était un tabou, la remigration. Maintenant, c'est rendu... vous voyez, c'est-à-dire qu'on a défoncé des portes. La CINO ne pourra plus dire c'est plus la remigration, c'est pas possible, les OQTF, etc. Le droit d'asile, ça montre que le droit d'asile a été dévoyé, parce que le Maroc n'est pas en guerre, ce ne sont pas des réfugiés, etc., etc. Regardez, il y a même Merz, le chancelier allemand. L'Allemagne demande au Maroc de reprendre immédiatement les migrants en situation irrégulière. Ben oui, puis qu'est-ce qui se passe des migrants en Allemagne en situation irrégulière? Oui, c'est-à-dire qu'on vient de créer un précédent. On vient de créer un précédent, OK? Donc, la France ici, Ceuta, la France veut renforcer ses frontières. L'Italie veut suspendre l'accord de Schengen avec l'Espagne. Après l'afflux migratoire à Ceuta, des mesures sécuritaires en France et en Italie. Afflux de migrants à Ceuta, quels sont les pays qui veulent que l'Espagne soit exclue de l'espace Schengen? Ils ont envoyé une lettre, il y a 22 pays qui ont envoyé une lettre à la Commission européenne pour demander la suspension de l'Espagne de l'espace Schengen. Crise migratoire à Ceuta, l'Italie suspend temporairement les règles de l'espace Schengen vis-à-vis l'Espagne. Donc, on vient de créer un précédent. OK? Après Ceuta, qui soutient encore Sanchez en Europe? On nous montre les pays qui ont... la France n'a pas demandé la suspension de l'espace Schengen, ni l'Irlande, ni le Portugal. Mais l'Italie demande la fermeture complète et d'autres pays demandent des mesures
plus ou moins sévères à prendre contre l'Espagne. Donc, c'est possible. Et donc, on a introduit le concept de crise migratoire. C'est une guerre de 5e génération. Okay? Mais tout ça a été vu, encore une fois, je veux juste faire un petit shout-out à Greg sur X. Greg, Patriot, PhD17, lui a vu ça. Il a vu quelque chose se tramer en Espagne. Et une partie de ma réflexion, en fait, vient de lui. On va lui donner le crédit. Dès la fin avril, avec la fin juillet, la fin de la Coupe du Monde, avec le joueur de football qui portait la casquette « Make Spain Great Again », il s'est dit genre « il se passe quelque chose ». Il y a eu tellement de triche ou d'erreurs, d'arbitrage. On a littéralement donné la Coupe du Monde à l'Espagne. Il se trame quelque chose avec Trump en Espagne. Lui, il dit c'est une négociation pour la démission de Sanchez. Je n'irai pas jusque-là, mais il y a souvent des idées, des perspectives. Il voit à travers les choses, une vision synoptique. Il y a un cui bono très, très, très intéressant, Greg sur X. Voilà. Donc, c'est ça, essentiellement, Ceuta, une opération, une guerre de 5e génération, dont Trump est fort potentiellement à l'origine. Trump et Sanchez, à couteau tiré, la finale de la FIFA pourrait devenir une scène politique. Trump accuse l'Espagne d'être responsable du chaos migratoire, malgré le retour de dizaines de milliers de personnes au Maroc, etc. Ils en ont rajouté. Ils ont jeté de l'huile sur le feu. Ça allait déjà pas avec l'Espagne, parce que l'Espagne ne voulait pas que les États-Unis utilisent des bases aériennes pour l'Iran. Ils auraient dû écouter Radio-Québec, là, ça aurait été plus simple. Et l'Espagne n'a pas voulu prêter ses bases aériennes pour les opérations en Iran. Et là, Trump avait menacé de suspendre définitivement le commerce avec l'Espagne. Je me rappelle plus où est-ce que... Il y a une où est-ce que c'est ça, Trump propose de suspendre définitivement le commerce avec l'Espagne puis de couper les visas entre l'Espagne et les États-Unis. Donc, ils sont à couteau tiré. Et le roi du Maroc, qui est quelqu'un qui est dans la poche de Trump. Le Maroc donne son nom... le Maroc donne le nom de Trump à une autoroute. Pourquoi le roi du Maroc a-t-il accepté de rejoindre le Conseil de la paix de Donald Trump? Donc, c'est un homme du Conseil de la paix. Trump met sur le Conseil de la paix des gens avec qui il peut parler, des gens avec qui il est en confiance. Vous voyez, donc c'est la filière Trump, roi du Maroc, Sanchez le profond dans le cul, et on montre à l'Europe que la remigration est possible, que l'immigration crée des situations d'urgence, de crise, etc. Et il y a aussi des trucs de la part du roi du Maroc qui pourraient être derrière tout ça, genre des récriminations. J'ai vu quelqu'un dans le chat qui disait genre que l'Espagne avait signé un accord de gaz avec l'Algérie et ça avait déplu au roi du Maroc. Il y a aussi ça ici, le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, se rend en Algérie pour la première fois en 4 ans et signe un dégel des relations avec l'Algérie. Ça n'a probablement pas plu au Maroc parce que le Maroc et l'Algérie sont en conflit au sujet du Sahara occidental. Et Trump appuie la position du Maroc sur le Sahara occidental. Et Sanchez avait lui aussi dit, je pense en 2021-2022, qu'il appuyait la façon de voir du Maroc sur la question. Et là, il s'est rendu en Algérie et c'est probablement un truc dans le genre écoute, bonhomme, on est capable de piétiner complètement tes enclaves et détruire ta réputation et tout ça, gentil. Fais attention, c'est probable. Et surtout que ce ne sont pas vraiment, encore une fois, comme je l'ai dit, ce ne sont pas vraiment des réfugiés. Il y a des dizaines de ces vidéos d'influenceurs. On les voit en train de parler à la caméra, en train de pleurer. J'ai faim, etc. Finalement, 3 minutes plus tard, ils sont sur leur Instagram en train de danser, puis ils sont à Ceuta, etc., etc. C'est la fille qui les faisait rentrer. Là, on va en parler de ça plus tard. Ça ici, c'est un autre influenceur. Je l'ai mis en thumbnail, mais j'aurais pas dû. La vidéo part tout seul à chaque fois. Donc, il est à Ceuta, et puis, tu sais, le gars...
Sur son Instagram, tu sais, c'est un riche, un enfant de... Mais la Cour suprême espagnole vont vous dire, parce que je ne sais pas si la Cour suprême va dire, vous êtes obligés de les prendre, vous êtes obligés de les loger, nourrir, etc. Vous leur donnez des cellulaires, les travailleurs espagnols vont leur payer les soins, etc. Et c'est comme... Tu sais, présentement, le droit international est complètement, encore une fois, il va falloir se réveiller là-dessus, est complètement dévoyé. C'est-à-dire qu'on pourrait, avec les lois qui existent, pas les lois qui existent, mais avec la façon dont les lois sont appliquées présentement, tu pourrais avoir, par exemple, la totalité de l'Éthiopie, tu sais, je ne sais pas combien de dizaines de millions de personnes qui prennent l'avion puis qui arrivent à l'aéroport de Montréal, puis on serait sans aucune raison, puis on serait obligé de les prendre. On serait obligé de les loger, de les nourrir, de les soigner, de les éduquer, aux frais des travailleurs. C'est-à-dire que dans l'état de l'application, pas du droit, hein, parce que c'est toujours de l'interprétation. Tu pourrais juste dire comme « fuck off, ton pays n'est pas en guerre, juste retourne chez vous », mais non, il nous force une application du droit international où il n'y a plus aucun critère d'admissibilité. Dès que quelqu'un fait une demande, c'est bureaucratique, là. Il faut que tu évalues sa demande, puis ça prend des années. Puis là, ça fait genre 20 ans qu'ils sont ici, puis là, pendant 20 ans, on les a logés, nourris, pendant que le gouvernement canadien étudiait leurs demandes. Ça devrait être juste non à l'entrée. Tu regardes, tu sais, c'est marqué Éthiopie, dans l'exemple que je donne, c'est marqué Éthiopie. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de famine. Tu retournes tout de suite, t'es détention, puis tu retournes tout de suite dans un avion militaire dans ton pays. C'est comme, tu ne sors pas de l'aéroport. Si tu viens d'un pays sûr, il y a toute la question des pays sûrs, là, ceux qui arrivent des États-Unis, c'est un pays sûr. On ne devrait pas en prendre aucun, il ne devrait pas avoir de chemin Roxham. Tu viens d'un pays sûr ou tu viens d'un pays gentil, il devrait avoir la liste, les agents à la frontière devraient avoir la liste des pays qui sont pas... Je veux dire, la liste des pays qui sont en guerre, admettons, là, ou qu'il y a comme genre eu le tremblement de terre au Pakistan, puis je sais pas trop, là. Si t'es pas dans cette courte liste-là, puis tu fais une demande, tu sors même pas de l'aéroport, on te rembarque dans un avion, puis tu retournes. On devrait avoir une flotte d'avions, on devrait avoir genre... 5 ou 6, ça nous coûterait moins cher. 5 ou 6 Boeing dédiés à la remigration. Tu retournes dans ton pays d'arrivée. Présentement, c'est ça. C'est utilisé comme ça. Les personnes sont utilisées comme des munitions et c'est avec l'aval des tribunaux, etc., etc. Donc, c'est ça. Et finalement, ce ne sont pas des réfugiés. Il y a comme des dizaines de ces vidéos-là où est-ce qu'on les voit, genre, s'amuser. Tu sais, ce sont des enfants de riches qui sont allés avoir un peu de plaisir à Ceuta, etc. Donc, c'est ça. En ce qui concerne Ceuta, une opération fort probablement de déstabilisation de Sanchez. On place des jalons dans la tête du public et aussi on crée des précédents en termes de droit et de politique en Europe. C'est ça, c'est une guerre de 5e génération. OK, c'est ce que je... OK, voilà. Donc, ça, c'est pour Ceuta. Maintenant, Fassi, les gens ont vu ce qui s'est passé cette semaine. Il n'y a rien de nouveau sur ce qu'on sait de Fassi, c'est-à-dire qu'il a menti sur la dangerosité du virus dans ses carnets personnels. Il explique qu'il croyait que le virus... c'était seulement qu'une grippe sévère. Dans son personal diary, dans ses carnets, là, au mois de février ou au mois de mars, je ne me rappelle plus, l'entrée, il s'agit juste d'une grippe sévère, là, c'est une grippe forte. Puis après ça, il va à la caméra devant Trump, puis il propose la fermeture du pays. Vous comprenez que c'est de la haute trahison, là. C'est plus que juste, il a causé la mort de... Non, c'est une entreprise politique de fermeture du pays en utilisant le prétexte d'une pandémie, afin de sortir Donald Trump de la présidence, de voler l'élection, etc. Et donc, c'est beaucoup plus gros que juste Fassi lui-même. Il y a les complices de Fassi.
On est en présence ici d'une guerre psychologique où est-ce qu'on essaie de le briser parce que ce qu'on veut ultimement, c'est qu'il crache le morceau sur les collaborateurs, les gens autour de lui, etc., etc. Il n'y a pas juste lui, l'administration Biden, je veux dire l'administration Obama, les gens qui, tu sais, le gouvernement de l'ombre qui a tenté de destituer Donald Trump. Tout est lié avec le vol de l'élection de 2020, la haute trahison, Barack Obama, l'affaire de collusion avec la Russie. C'est pas juste Fauci, OK? Donc, il savait que le virus n'était pas dangereux. Il savait qu'il a menti sur le gain de fonction, mais ça fait un certain temps qu'on le sait. Donc, il a effectivement financé de la recherche de gain de fonction. Il savait que ça venait pas que c'était une fuite de laboratoire. Et tout ça, on avait expliqué ça en 2020 dans Pandémie préméditée, le web journal de mars-avril 2020. On avait été les premiers à sortir cette théorie du gain de fonction. Coronavirus Studies identifies gain of function for efficient spread in humans. On avait sorti ça, rappelez, c'était... la belle époque. On avait sorti ça, et puis, alors que tout le monde paniquait sur le virus, on était en train de mourir. Les gens lavaient leur épicerie, et puis c'était comme le plexiglas partout, là, les flèches dans les épiceries, dans les ascenseurs, il faut regarder le mur. Les masques, rappelez-vous comment c'était. Puis là, moi, je disais, non, c'est prémédité. J'ai eu l'air d'un fou, évidemment, comme d'habitude. C'est comme, en tout cas. Et c'est aussi, dès que j'ai publié ça, gain de fonction, etc., que je suis devenu un théoricien de la conspiration, que le journaliste qui travaille fort probablement pour les services de renseignement de l'OTAN, Tristan Péloquin, en tout cas, qui obtient, je ne sais pas, qui obtient peut-être des informations de gens de l'armée qui lui passent des commandes, parce que ça a l'air de ça. Quand il m'a accusé de travailler pour les Russes, il était sur mon cas. Hein, et donc, c'est à partir de ce moment-là où est-ce que la presse a commencé à me tomber dessus, quand j'ai dit, il y avait l'événement 201, où est-ce qu'ils avaient prémédité une pandémie de coronavirus qui tuait des dizaines de millions de personnes à partir d'un virus de chauve-souris à Wuhan, je pense. Là, ils avaient fait ça quelques mois auparavant. Et on avait parlé de tout ça. Et donc, c'était la belle époque. Et donc, c'est ça, Fauci, mais on sait tout ça. Et là, donc, il est allé devant le Congrès, et même s'il a reçu un pardon, il a invoqué le 5e amendement, 111. Le 5e amendement, c'est une réponse juridique. Tu dis, j'invoque le 5e amendement pour... le 5e amendement, c'est... on utilise le 5e amendement pour éviter de s'incriminer. Par exemple, si tu témoignes dans le procès de quelqu'un, un viol ou quoi que ce soit, puis là, ton témoignage va t'amener à t'incriminer toi-même, mais tu peux dire, j'utilise le 5e amendement pour éviter de répondre à la question parce que tu t'incriminerais. Et donc, il ne fait que ça. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a menti de façon intégrale. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de regarder les réponses. Imaginez, c'est quelqu'un qui disait qu'il représentait lui-même la science, et là, il ne fait que mentir. Et là, tu vois Gad Saad qui dit ici... Un homme de science n'aurait jamais invoqué le 5e amendement parce qu'il aurait été protégé par la méthode scientifique et la certitude épistémologique. C'est-à-dire, scientifiquement, si ce que tu déploies comme information est basé sur la science, tu n'as pas besoin du 5e amendement. Non, mais il a tout inventé. Il a menti sur l'origine il a menti au président sur l'origine du virus. Il savait que les gains de fonction, il savait tout. Il savait que c'était un virus pas dangereux. Il a inventé les règles. Il a dit que c'était la science, la distanciation sociale. Faites l'amour à travers un mur, là, rappelez-vous, ça allait jusqu'où ça allait. C'était la folie complète. Il inventait n'importe quoi. Et donc, c'est ça. Maintenant, les gens ont dit, imaginez prendre des conseils médicaux d'un homme qui a besoin d'un pardon et d'invoquer le 5e amendement pour défendre sa science. C'est complètement ridicule. Et là, après ça, la Maison-Blanche qui, encore une fois, republie 29 juillet la vérité sur le site de la Maison-Blanche, sur covid.gov, et c'est ici, vous pouvez aller sur le site de la Maison-Blanche, la théorie de la fuite de laboratoire. Et ça rétablit un certain nombre de faits. Maintenant, il y a Trump qui a dit « Ah, je vais respecter le pardon à Fauci. » Donc,
Trump dit qu'il va respecter le pardon à Fassi. Et là, tout le monde, les mêmes ont encore déchiré leur chemise en disant, genre, il trahit. Donc, il n'y aura aucune arrestation. Tu sais, les espèces de poules pas de tête qui courent, là. Sans jamais réfléchir, je m'excuse. Des fois, je m'emporte un peu. Ça, c'est sans compter le fait que, sur les questions de si Fassi se fait accuser au niveau de ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire la haute trahison, le fait d'avoir participé à une tentative de déstabilisation d'un président dûment élu, etc., parce que c'est ça, là, il va falloir éventuellement qu'il réponde de ça. Là, le pardon ne s'applique pas. Mais d'un autre côté, encore une fois, et ça vient de Greg, comme je mentionnais tout à l'heure, le pardon présidentiel ne s'applique pas aux crimes dans les États. Ça ici, vous voyez, Search Legal Clarity, Administration and Government Law. Can the President pardon states crime? Can the President pardon state crime? Federal limits. The presidential pardon power is broad, but stop at state lines. J'aurais dû le traduire, là. This is learn why the federal clemency can't touch state crime and what it actually covers. Le pardon présidentiel ne touche que les crimes fédéraux. Il ne s'applique pas aux crimes des États. Et là, on a vu justement James Utmeyer, le procureur général de la Floride, et puis d'autres... il y a 2 ou 3 États qui ont... je pense peut-être même plus, qui ont annoncé leur intention de poursuivre Fassi. Donc, c'est un faux sentiment de sécurité. Fassi est dans la merde jusqu'au cou. Les États républicains qui ont vu leur économie s'effondrer et leur tissu social se déchirer à cause de Fassi et leur élection volée à cause de Fassi vont poursuivre Fassi. Okay? Et là, il a été rappelé la semaine prochaine, je pense, pour un autre témoignage. Et ça, c'est... ça, c'est sans compter, encore une fois, dans une guerre de 5e génération, tu veux détruire la personnalité de quelqu'un. Mais ça, les médias sortent des... tu sais, comme Jesse Waters, etc., sortent des extraits de sa biographie où est-ce il s'auto-congratule, il se tape dans le dos, il est plus populaire que Trump, et il a réussi à faire chuter la bourse. Et puis, tu sais, c'est scandaleux ce qui est écrit dans ses mémoires, là, et c'est rendu public maintenant. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais « character assassination ». Okay? Donc, c'est un petit peu plus compliqué que juste Fassi va s'en tirer. On est à Washington et comme la plupart des choses que Trump fait, c'est brillant. Il faut arrêter de penser qu'on joue aux dames et penser qu'on joue au go. Trump joue au go pendant que la plupart d'entre nous jouons aux dames. Les médias jouent aux dames alors que Trump joue au go. Ouais, c'est beaucoup plus complexe. Le gars est comme... C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense généralement. OK? Donc, ça, c'était pour Fassi. Maintenant, toujours en lien avec ça, il y a RFK qui a été interviewé par CNN parce qu'il y a une montée des cas de measles. Je pense que c'est la variole. Je ne me rappelle plus. J'aurais dû vérifier avant de rentrer en ondes, là. Measles, c'est quoi? C'est la variole, je pense. Là, il y a une montée des cas de variole aux États-Unis, un pic de 35 ans. Et là, CNN qui appelle RFK. RFK qui s'est prononcé sur Fassi aussi, là, dit qu'il a menti aux Américains et tout. Là, mais... et là, on a dit, c'est à cause de toi. Dana Bash, là, la présentatrice de CNN, lui dit, c'est à cause de toi, tu es un anti-vax, tu mets de l'avant des théories de la conspiration et tu crées de la résistance au vaccin. Et c'est à cause que tu crées de la résistance au vaccin puis du scepticisme vaccinal que maintenant les maladies augmentent et que les gens meurent. Tu comprends-tu? Il a du sang sur les mains. Et ça, c'est toujours... Et là, encore une fois, ce que je veux montrer ici, c'est pas juste la réponse de RFK, c'est la façon dont il doit manœuvrer dans un système politique hostile et que tu peux pas juste arriver comme l'auraient voulu certains et juste mettre la hache dans des programmes. On a déjà parlé de RFK au début de l'année. Là, on a expliqué tout ce qu'il a fait, surtout l'année dernière. Je veux dire, juste le fait de pointer du doigt le Tylenol sur l'autisme. Il a vidé complètement les panels. Il a changé complètement le personnel à l'intérieur des instituts de santé aux États-Unis. Il a mis
ce qu'on pourrait appeler des anti-vax ou des gens beaucoup plus sérieux comme le docteur Malone, etc., sur ces panels-là. Il a changé ce qu'on appelle le vaccine schedule, l'horaire et le cédulage des vaccins, alors qu'il avait promis de ne pas le faire. Et là, c'est encore une fois, je veux juste que les gens comprennent comment c'est quand on opère en politique. On n'est pas dans l'idéalisme des réseaux sociaux, on est dans la pratique. Quand RFK est arrivé devant le Congrès, il a promis aux sénateurs, je ne me rappelle plus c'est lequel, là, c'est pas un Kennedy, c'est un autre, là, c'est peut-être un Kennedy, je ne me rappelle plus. Il a promis, en audition, il a promis qu'il n'allait pas toucher à l'horaire des vaccins, à la planification vaccinale. Il a promis aussi qu'il ne remplacerait pas le personnel. Il a été assermenté et il a changé l'horaire et il a changé le personnel. C'est-à-dire qu'il a menti, il a dû mentir pour rentrer en fonction. Vous comprenez? Donc les gens, encore une fois, quand il a dit ça, quand il a dit qu'il ne toucherait pas à la cédule vaccinale, qu'il ne changerait pas le personnel, là, tout le monde criait à la trahison. Tu sais, c'était comme genre... ça courait encore une fois comme des poules pas de tête sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait exactement il a fait 100% le contraire de ce qu'il avait promis devant le Congrès. Donc, c'est un menteur. Il est comme les autres. Ça veut dire qu'il n'est pas meilleur que les autres. C'est très difficile de percer en politique. Il y a un système avec les médias. Si tu... Et là il n'y a pas juste ça, je vais terminer là-dessus. Là. Il y a aussi, rappelez-vous, quand il avait dit qu'il voulait que les Américains portent des wearables, là, il voulait que d'ici la fin de son mandat, tous les Américains portent une espèce de truc, un senseur pour la santé, etc. Il avait dit ça en audition. Finalement, il n'y a aucun plan de ça, nulle part, etc. Il a juste dit ça pour rentrer. Donc, les politiciens, il ne faut pas toujours s'arrêter aux paroles des politiciens qui disent des choses pour les médias, le public, pour faire baisser la garde du camp d'en face. Pour rentrer, il y a de l'obfuscation, il y a de l'hypocrisie, il y a de la négociation. Tu es obligé de négocier ici. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous les mêmes. Parce que c'est ça qu'on nous dit. Ils sont tous les mêmes. Il a dit qu'ils ne... Parce que je vais arrêter de faire les imitations. Mais tout ça pour dire, encore une fois, revenir à cette épidémie de variole. Oui, évidemment, c'est un homme extraordinaire, mais je me mets dans la peau des Black Pills qui sont toujours en train de prendre... Le verre est toujours à moitié vide, là, puis c'est comme... Et donc, il y a une augmentation des cas de variole, un pic de variole aux États-Unis. Maison, c'est-tu variole ou c'est pas variole, là? Un pic de variole aux États-Unis, et là, on met ça sur son dos. Et là, il se défend. Hein. Donc, il dit... J'ai un clip, d'ailleurs, que Vanessa a traduit en même pas une demi-heure. On la remercie. J'ai envoyé ça à 3 heures, et puis elle a traduit ça comme à peu près en une demi-heure. Donc, on essaie de lui... Elle a essayé de montrer que c'était un anti-vax, puis c'est à cause de sa réticence au vaccin que les maladies augmentent aux États-Unis. C'est à cause de lui. Comme Trump. Hein, si Trump n'avait pas fait un certain nombre de mesures durant la COVID, dans le genre autoriser certains vaccins, les médias auraient dit, genre, c'est à cause de lui qu'on meurt. Ils auraient gonflé les chiffres et auraient dit, Trump tue. Et ça aurait été la fin de la présidence Trump. Donc, il faut toujours mettre un peu d'eau dans son vin. Si vous n'avez pas la maturité politique, ça ne sert à rien de faire de l'analyse. Donc, tout d'abord, il s'agit d'une épidémie, et là, il répond là-dessus, il dit c'est une épidémie internationale. C'est pas juste aux États-Unis. Il y a le Canada, l'Angleterre, il y a 4 fois plus de cas que d'habitude en Angleterre, il y en a 2 fois plus que d'habitude au Canada. Donc, est-ce que je suis responsable de l'augmentation des cas en Angleterre et au Canada? Il montre que la journaliste est pleine de marde, comme on dit au Québec. Hein? Donc, Anthony Fauci, dans ses carnets, on revient à les mémoires de Fauci, répond à la question sur la raison pour laquelle nous avons une épidémie de rougeole. Rougeole, c'est pas variole, c'est rougeole, en ce moment. La raison pour laquelle nous avons une épidémie de rougeole, c'est à cause des confinements liés au COVID. Les gens sont restés à la maison, ne se sont pas fait vacciner, etc., etc. Puis il y a comme une augmentation des cas. Et les confinements, c'est à cause de Anthony Fauci. C'est Anthony Fauci qui a dit le confinement va créer une augmentation des cas d'autres maladies parce qu'il n'y a pas de traitement. Même chose avec les cancers. Les cancers vont augmenter, les morts par cancer vont augmenter parce que les gens sont restés à la maison, il n'y a pas de dépistage. Ça, c'est à cause de Fauci qui a causé les morts.
OK? Donc, dans ses carnets, il dit que ça va causer des épidémies massives de rougeole et plus d'enfants vont mourir, etc. Fauci, il lui dit que Fauci savait, quand il a créé les confinements, que ça allait causer des morts. Et ça n'a sauvé aucune vie, les confinements. Ça a fait en sorte que le virus a circulé, comme à l'automne, quand on rentre à la maison, là, on se passe la grippe. Le virus a circulé davantage. Et les gens ne sont pas fait défister. C'est une catastrophe épouvantable. Et les médias, il l'a répété, les médias couvrent Fauci, etc. Parce que si les médias ne couvrent pas Fauci, si Fauci s'effondre, c'est ce que j'expliquais, hein, c'est un effondrement en cascade. Fauci, c'est comme le barrage, là. Si Fauci s'effondre, eh bien, les médias vont partir avec, et puis, les conspirateurs, etc., etc. C'est pour ça qu'il faut le travailler, il faut le travailler, le driller, comme on dit, là, pour qu'il brise psychologiquement puis qu'il décide finalement de collaborer. Je vous montre en tout cas l'échange, c'est un échange d'une minute où est-ce qu'elle essaie de lui dire c'est à cause de ton anti-vax. Le fait que tu sois anti-vax, que l'augmentation des cas augmente, il répond très bien. Il est également factuellement vrai que le vaccin contre le Covid a fonctionné. Le vaccin contre le Covid a permis d'éviter des décès. Les données sont nombreuses, très nombreuses. Parlons plutôt de la rougeole, s'il vous plaît, parce que c'est un sujet qui nous concerne en ce moment même. Donc, selon vous, le vaccin contre le Covid a protégé les enfants? Je peux vous dire que j'en ai parlé avec des scientifiques et des médecins. Vous avez parlé avec des scientifiques. Pouvez-vous me montrer une seule étude? Oui, je peux. Une étude qui montre... Oui, je peux. Une étude qui montre que les enfants ont été protégés par le vaccin contre le Covid. Et elle montre que les bénéfices pour les enfants sont supérieurs aux risques. Je peux vous dire que concernant le vaccin, il existe des études montrant qu'à cause de la désinformation sur les vaccins, entre 100 000 et 200 000 vies auraient pu être sauvées aux États-Unis si davantage de personnes avaient été vaccinées. C'est pour cette raison, je ne dis pas que c'est uniquement à cause de cela, mais laissez-moi terminer. Vous dites n'importe quoi. Vous avancez quelque chose que vous êtes incapable d'étayer avec une seule étude. Je ne dis pas n'importe quoi. Vous répétez simplement ce que quelqu'un vous a dit. Excusez-moi. Alors citez-moi l'étude. Quelle étude? De quelles études parlez-vous? Vous parlez d'études qui en réalité n'existent pas. Je veux que vous me citiez l'étude. Ces études n'existent pas. Il n'y a aucune étude qui montre que le vaccin COVID aurait permis de... Parce qu'il n'y a pas eu de... Pourquoi il dit ça? Pourquoi il la challenge là-dessus? Il n'y a aucune étude qui a été... ce qu'on appelle double blind, c'est-à-dire une étude avec un groupe test, là, avec un groupe témoin. Où est-ce qu'on, pour les enfants, où est-ce qu'on dit, genre, l'enfant prend le vaccin ou ne prend pas le vaccin, puis il y a plus de mortalité dans ces études-là n'existent. Donc, elle raconte n'importe quoi. Et donc, il la remet à sa place. Mais comprenez un peu le travail des médias qui sont à la solde de l'industrie pharmaceutique, qui n'ont pour fonction que de faire tomber des gens comme RFK, Trump, etc. Et donc, il faut manœuvrer de façon très, très, très prudente. Ce ne sont pas tous les mêmes. Et quitte à mentir pour rentrer, et puis après ça, leur couper la tête par la suite. Symboliquement. OK. Donc, ça, c'était pour ça. Donc, un gros travail pour défaire la propagande médiatique sur les vaccins aussi. Maintenant, ça ici, je vais juste terminer là-dessus. On est à 1h05. Un propos... ouais, c'est un propos sur... Il y a ici, bon, il y a le film Françoise qui a été diffusé au Québec. C'est un film sur un personnage trans, etc., qui a été un flop, finalement. Ça a été un échec complet au niveau du box-office. Les gens ne sont pas allés le voir. Et ça a créé un débat au sujet de l'homophobie au Québec, etc. Et ça s'inscrit aussi dans la suite du rapport de cette professeure d'université Antifa qui avait dit que il y avait une montée de la misogynie et de l'homophobie au Québec. Et là, ici, c'est dans la presse, c'était hier ou avant-hier. Donc, les études, sondages le confirment, l'homophobie connaît une recrudescence partout sur la planète, et ce, sous diverses formes. Certains parlent d'un retour en arrière de 20 ans. Les gains qui semblaient acquis fondent sous nos yeux.
Là, évidemment, je vais juste rapidement dire que il y a deux causes de cette réticence, de cette montée de cette levée de bouclier contre la propagande du lobby LGBTQ. C'est la surexposition, c'est-à-dire le fait qu'ils aient, après la COVID, qu'ils nous aient servi du Pride partout. C'était plus genre le défilé de la fierté, c'était rendu le mois de la fierté, puis après ça, c'est rendu la saison de la fierté. C'est dans toutes les annonces avec Bud Light, etc., les drag queens dans les écoles et tout ça, les jerseys de hockey. Ils nous ont servi, les gens ont fait une écœurantite. Et trop, c'est juste comme pas assez. Ils ont essayé de déplacer la fenêtre d'Overton de façon beaucoup trop brusque et les gens ont réagi, ça a été non. Ce que les gens veulent, c'est du supercentrisme, ce que j'ai expliqué dans le web journal Supercentrisme, c'est-à-dire un respect de la communauté gay sans propagande dans les écoles, entre autres, sans matraquage 24 heures sur 24, etc., etc. Et j'ai dit dans ce web journal-là qu'il y a 20 ans, on avait atteint un équilibre, une espèce de vivre et laisser vivre qui était... Et donc, finalement, quand il dit c'est un retour en arrière de 20 ans, je dis c'est une bonne chose que ce soit un retour. Je dis pas que le fait qu'il y ait de la... comment je pourrais dire... l'homophobie dure soit une bonne chose, mais le fait que depuis 20 ans, on est allé, depuis Trudeau, depuis Obama, on est allé beaucoup trop loin de l'autre côté de la fenêtre d'Overton. Et c'est ce que j'expliquais dans le vidéo ici en 2018, Alex Cossette-Trudel, LGBTQ, que vous pouvez trouver sur YouTube. C'est une vidéo de campagne électorale où est-ce que je disais justement que la diversité allait créer des problèmes pour la communauté gay. Et là, mes détracteurs ont utilisé cette vidéo-là, ils ont collé des lobbies LGBTQ partout, puis ils ont dit « Alexis défend le lobby LGBTQ ». Là, c'était en 2018, c'était avant les drag queens dans les écoles, c'était avant tout ça, puis je disais justement qu'on avait atteint un équilibre, puis que l'immigration allait faire, dans cette vidéo-là, je disais que l'immigration allait faire basculer l'équilibre qu'on avait atteint. Donc, j'annonçais en 2018 exactement ce que le gars déplore dans son texte. Et on en voit des exemples de ça partout. Là, il y a, rappelez-vous ici, donc, l'immigration, policier insulté, ridiculisé, Mohamed Bekali arrêté et accusé au criminel. Là, cette semaine, il y a 2-3 jours, c'était un autre truc. Donc, c'est inacceptable. 2 policières du SPVM attaquées. Tu sais, 2 policières, des petites puces. Les filles ne devraient pas être dans la police. Je m'excuse, là. Je sais que les gens... Mais... leur autorité n'est pas reconnue par certaines communautés et se sont fait agresser. Tu te fais arrêter parce que tu es 2 sur la trottinette. Là, finalement, ça finit avec des coups de poing puis des tordages de bras, puis c'est la policière qui se fait... Donc, policière tabassée à Montréal, j'ai un sentiment de profond dégoût, lance un ancien ministre de la Sécurité publique, et personne ne va dire qu'il y a un problème qui est... que le problème, c'est l'immigration. C'est exactement ce que je disais ici, que ça va créer des problèmes, notamment avec la communauté LGBTQ, etc., l'égalité homme-femme et tout. Sauf que lui, Dupuy-Derry, dans son étude, ne va jamais mentionner l'islam, encore une fois. C'est comme un trou noir, ça n'existe pas, c'est comme... On va nous faire comprendre que c'est les hockeyeurs nazis. Il y a une commentatrice, Yasmine Abdel-Fadel, qui avait dit que c'était la montée de l'homophobie, c'était à cause des hockeyeurs nazis. On sait très bien d'où est-ce que ça vient. Ça vient de 2 choses. Ça vient de la propagande non-stop. Les gens sont juste plus capables. Ils ne veulent pas de propagande dans les écoles. Et aussi de l'immigration, d'une culture machiste, patriarcale, qui vit pas à la même époque que nous. Et... Donc, encore une fois, donc on voit les effets et après ça, on déplore les effets dont on chérit les causes. Je reviens encore une fois à ici. Puis là, ça, c'était aujourd'hui. La chroniqueuse Geneviève Peterson, très à gauche, Geneviève Peterson se fait traiter de salope en pleine rue à Montréal, mais ne veut pas divulguer l'origine des 2 hommes pour ne pas attiser le racisme. On sait c'est qui, on sait d'où viennent les incivilités, etc. C'est comme ça. Elle va continuer à défendre l'immigration et l'ouverture, et finalement, elle se fait insulter, éventuellement, elle va se faire agresser, puis peut-être éventuellement violer, mais c'est comme en Suède. Il y a des personnes, des filles en Allemagne, puis en Suède, qui ne voulaient pas blâmer, ils se sont fait violer, mais ne voulaient pas blâmer l'origine ethnique de leur agresseur, comme si c'était pas une composante essentielle du crime, pour pas attiser la haine, etc. Pire que ça, il y a comme toutes ces femmes de gauche qu'on voit danser avec les migrants.
He's gonna shoot you? No. Okay. Comprends-tu que, genre, c'est le summum de l'inconscience, que tu danses avec les migrants comme ça, comme une hostie de tarte, puis qu'est-ce que tu fais des 250 000 filles qui se sont fait violer en Angleterre? C'est pas... Non, c'est pas tous les migrants, bien sûr que non, là, mais c'est comme... Il y a comme... il y a comme... c'est pas pour rien qu'on enlève l'origine ethnique des crimes statistiques, là. C'est parce qu'il y a comme... On veut pas créer, encore une fois, créer du racisme. Il y a comme les endroits où est-ce qu'on voit de la criminalité, il y a comme des constantes. Et là, on le voit, puis ils refusent de... Tu sais, c'est l'aveuglement complet de la gauche, là. Ils refusent, ils ne veulent pas créer du racisme. Et donc, ils ne vont pas nommer l'origine ethnique de leurs violeurs, de leurs agresseurs, des gens qui les ont insultés, etc. C'est une civilisation qui court au suicide, qui ne veut pas voir les causes. C'est de l'endoctrinement idéologique, comme cette fille-là ici, encore une fois, même chose, avec, tu sais, elle est à la piscine avec des migrants, vous pouvez imaginer. Et ces femmes qui n'ont aucune conscience politique, c'est comme l'autre, le René Good, qui s'est fait tirer aux États-Unis parce qu'elle a chargé un agent de ICE. Toutes ces femmes de gauche qui n'ont aucune conscience de ce qu'elles font. Regarde, ici, ça c'est en France, là. Elles font passer les migrants en Angleterre. Ça a été filmé par un membre du Parlement britannique. So you can see these NGO workers here who have been helping the illegal immigrants during their journey, now very happy apparently. Guys, est-ce que vous parlez anglais? Est-ce que vous parlez anglais? Non. It's a public place. It's a public place. Ces filles-là font passer des migrants qui sont la cause, en Angleterre, de 250 000 viols. Elles ont absolument aucune conscience. Et ça m'enrage. Je veux dire, j'ai pas de fille, moi, j'ai pas de fille. J'ai un garçon, mais imaginez si j'avais une fille, puis ces gens-là faisaient passer des gens qui ont en âge de combattre, qui n'ont aucune racine chez nous, qui ont comme pas du tout la même conception qui rentrent en tant qu'illégaux. À partir du moment où est-ce que tu rentres en tant qu'illégal, est-ce que tu as réellement une conscience de je vais respecter les lois ou je suis un peu comme je fais ce que je veux dans le pays d'accueil, là? Ouais, en tout cas, c'était juste, il fallait que je ventile un peu là-dessus. Je trouve ça fou. Abolish ICE. Et on va terminer là-dessus. Donc, en préparation des midterms, Trump qui est sur la ligne de destruction planifiée du Parti démocrate. J'avais expliqué ça il y a 8 ans. C'est un web journal, c'est une petite séquence, ça ne dure pas très longtemps, je pense 42 minutes, où est-ce que j'expliquais la stratégie du camp Trump visant à radicaliser le Parti démocrate le plus possible afin de lui faire perdre le centre en favorisant Ilhan Omar et puis Alexandra Ocasio-Cortez, les plus radicales, Idla Taïb, je ne me rappelle plus c'est quoi son prénom, en favorisant les plus radicales au sein du Parti démocrate. Et le Parti démocrate s'est tellement radicalisé, là, c'est tellement radicalisé ces dernières années que ça, indépendamment des sondages là, qui montrent qu'ils sont au coude à coude ou que Trump est en difficulté, etc., l'Américain moyen ne peut plus voter Parti démocrate. Et cette stratégie-là, c'est une stratégie, je l'expliquais au micro d'André Pitre, je l'expliquais là-dedans et au micro de Lux Media. C'est une stratégie militaire de contre-insurrectionnelle. C'est-à-dire, dans les stratégies contre-insurrectionnelles, si vous avez étudié un peu comment fonctionnent les guérillas, etc., les guérillas ont toujours ont besoin de l'appui de la population pour continuer leurs opérations, parce qu'ils ont besoin de la population, des gens, des paysans, etc., pour leur logistique, pour pouvoir se cacher, dormir, manger, etc. Et ce que tu veux faire perdre dans des stratégies contre-insurrectionnelles, tu veux faire perdre l'appui de la population aux groupes insurgés. Et donc, tu veux radicaliser les groupes insurgés. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas avoir des opérations clandestines où est-ce qu'ils se font passer pour le groupe insurgé et ils vont mettre le feu à des villages, ils vont faire des exactions, etc., pour faire perdre l'ascendant du groupe insurgé auprès de la population. Donc, tu radicalises les insurgés afin de leur faire perdre l'appui de la population. C'est ce qu'on appelle « winning hearts and minds », WHAM, la doctrine WHAM en doctrine contre-insurrectionnelle.
Donc, tu veux toi-même donner de la nourriture aux paysans et montrer que les guérillas sont des bouchers qui leur faire perdre l'appui de la population. Et c'est exactement les mêmes stratégies qui sont en les radicalisant. Et c'est exactement les mêmes stratégies que les militaires, les patriotes utilisent contre le Parti démocrate. Je l'explique depuis 2018. Il s'agit d'utiliser des stratégies contre-insurrectionnelles appliquées à la politique américaine. Là, maintenant, le Parti démocrate bouge très à gauche et il y a une mouvance à l'intérieur du Parti démocrate qui s'appelle Democratic Socialist of America, qui prend de plus en plus de place. C'est un peu comme la même chose qu'avec Ilhan Omar et puis Ocasio-Cortez, etc., et qui ont beaucoup d'influence sur la plateforme et qui veulent l'abolition des frontières, la fin des prisons, etc., etc. Et là, ils sont... ce qui a fait en sorte que des gros canons maintenant commencent à quitter le Parti démocrate. Je vous montre une petite entrevue d'une des représentantes du Democratic Socialist of America qui parle de sa plateforme. Absolutely. Abolish borders and give amnesty to anyone currently in the U.S. illegally. As a long-term plan, yep. Donc, c'est l'abolition des frontières et l'amnistie à tout le monde, et puis, c'est ça, la fin des prisons. C'est hyper radical et ils ont beaucoup d'ascendants à l'intérieur du Parti démocrate, ce qui a fait en sorte que, juste cette semaine, il y a 2 gros canons qui ont quitté le Parti démocrate. Bill Maher. Donc, Bill Maher vient de péter un câble sur la plateforme socialiste-démocrate pour détruire l'Amérique. Le DSA veut se débarrasser de notre forme de gouvernement du Sénat, remplacer le président et la Cour suprême, qui pourrait être aussi fou. Les crétins qui portent encore des masques COVID, etc., etc. Donc, Bill Maher qui dit qu'il ne votera pas démocrate. Ça, c'est un gros canon. Bill Maher, c'est peut-être l'équivalent de Yann Barthès en France, quoique plus populaire. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'équivalent de Bill Maher. Là, c'est un comédien, un humoriste qui est devenu, qui a un talk show très populaire. Mais c'est comme si quelqu'un de gros, très à gauche, un animateur très populaire, très à gauche, peut-être Yann Barthès, disait qu'il allait cette fois-ci voter FN. C'est Rassemblement national, pas FN, Rassemblement national. Ça créerait une onde de choc, mais c'est ça qui... Il n'y a pas juste lui. Hein, donc, Bill Maher vient de quitter les démocrates. Même le comique libéral, le comique de gauche, en a fini avec les démocrates. Je ne voterai pour personne qui pense que le mauvais camp a gagné la guerre froide. C'est le mauvais camp, c'est-à-dire que les communistes auraient dû gagner la guerre froide, qui acclament l'intifada comme si c'était la Coupe du Monde, que Bill Maher, etc., puis ça, les antifas, etc. Donc, et ici, il y a aussi James Carville, un stratégiste, un stratégiste ou un conseiller du Parti démocrate qui dit lui aussi que cette fois-ci, il ne votera pas démocrate parce qu'ils sont beaucoup trop à gauche. Democratic strategist James Carville say he'll leave the entire party. Il quitte complètement le Parti démocrate parce qu'ils sont rendus beaucoup trop à gauche, etc., etc., etc. Mais donc, encore une fois, la radicalisation à gauche, c'est une stratégie délibérée, une stratégie militaire comme en guerre de 5e génération, etc., visant à radicaliser le Parti démocrate, et ça marche. Et je n'ai absolument aucune crainte pour les midterms, puisqu'il va y avoir le Moyen-Orient, il va y avoir des bonnes nouvelles, le pétrole va descendre, on va oublier les trucs, encore une fois, la mémoire n'est pas très longue, le prix de l'essence va diminuer, les nouvelles économiques vont s'enchaîner, tout est prévu pour que ça fonctionne bien, et il y a aussi à l'intérieur des manœuvres en coulisses pour faire en sorte que les grands piliers du Parti démocrate quittent le parti en disant ce parti-là est beaucoup trop radical, ce parti... Et donc, encore une fois, c'est bien rodé. Rappelez-vous la campagne contre Kamala Harris, on avait décrit ça il y a 2 ans. Ça avait été mené d'une main de maître. On avait bien expliqué tout ça. Et c'est encore une fois la même équipe, les mêmes gens brillants qui s'occupent de ça. Et j'ai absolument aucune crainte pour les midterms. Voilà! C'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On va remercier ceux qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec. C'est celui-là ici. Parce qu'on ne peut pas y arriver sans vous. C'est ça, l'été, c'est la période la plus creuse de l'année. Et voilà, c'est comme tous les médias alternatifs, on ne peut pas exister sans l'appui de nos auditeurs. Le renouvellement, c'est comme l'alliance entre le présentateur et son public qui doit être renouvelé. Merci, Benny Fight. À intervalles réguliers, on pourrait presque appeler ça une communion, là, mais je
je sais pas si je vais... En tout cas, je n'aurais peut-être pas dû dire ça. Mais tout ça pour dire que on a besoin de votre soutien. Il y a différentes façons de le faire. Les gens nous appuient des fois par la poste, par Interac, aussi PayPal. Il y a aussi sur le site, on laisse toujours les coordonnées dans les commentaires sur les façons de nous aider pour continuer à avoir de l'information. Les web journaux de Radio-Québec qui sont, à mon sens, une information qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est juste... il y a quand même un effort. Je veux dire, je fais pas juste recracher de la nouvelle avec un peu de commentaires. Là, il y a un travail, on drill, on travaille. Puis il y a aussi le fait qu'on ait comme une vision synoptique. Non seulement une vision synoptique en termes de géopolitique et d'historique, etc., mais aussi dans le fait qu'on fasse ça depuis 8 ans. Ça nous donne une certaine expérience. On n'est pas né de la dernière pluie. On a une formation en guerre de l'information, en études stratégiques, en sémiologie. Qu'on met à profit de nos auditeurs. Et voilà, c'est ça. Encore une fois, on sollicite votre appui. Voilà. Merci à ceux qui le font, du fond du cœur. Ceux qui le font pour ceux qui ne peuvent pas le faire. Je comprends qu'il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. C'est normal. D'autres qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas, qui ne le feront jamais. Alors, c'est ça, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Les choses changent en Europe. On a placé des trucs avec Ceuta. C'est comme... il y a eu un déplacement de la fenêtre d'Overton à Ceuta. Des choses qu'on pensait pas possibles, comme ils doivent retourner chez eux. Là. Merci, Lyonnoise. Des trucs comme les migrants doivent retourner chez eux. On n'aurait jamais cru entendre Merz, le chancelier allemand, dire ça. Et voilà, ça galvanise les partis centristes afin de finalement mettre un terme à l'âge des migrations militarisées contre le peuple. Voilà. Alors, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On se donne rendez-vous peut-être cette semaine. Oui, on fait un effort pour être le plus logique et factuel possible. Je vais terminer là-dessus, 1h23. Ma semaine se passe avec un crayon, puis un papier, puis sur Twitter, puis sur d'autres... je réponds aux commentaires, etc. Je débat un peu, je débat avec mes auditeurs, avec les gens qui commentent, etc., qui m'envoient chier, je vois... Mais je suis toujours en train de... Je devrais vous montrer mes papiers, de savoir comment on va rentrer ça dans un web journal, qu'est-ce qu'on met pas, quelle bonne idée, etc. Donc, c'est pas juste... c'est pas juste... ouais, il y a comme, par exemple, quand les gens sont sur les réseaux sociaux, tu scrolls, et puis, c'est intéressant, tu réponds, t'attends, puis tu mets ton téléphone de côté, puis après ça, tu vas faire tes trucs. Moi, c'est jamais comme ça. Je coupe mes légumes, tchoc, 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 puis c'est comme ça tourne, le web journal, tchoc, 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 et puis on essaie de vous livrer quelque chose de qualité. Voilà. Allez, là. Merci beaucoup. Merci pour les compliments. Merci pour ceux qui partagent. Merci à... il y a des personnes comme François Riffon, d'autres personnes qui nous envoient toujours des... Il y a des gens qui nous alimentent aussi. J'ai mentionné Greg, Frédéric-Marie Boussard. Ça fait 2 fois que j'avais mâchouillé son nom la dernière fois. Fait des gens qui nous alimentent, on n'est pas... Et puis ce que je veux dire aussi, c'est que quand je dis il y a des gens qui nous alimentent, c'est qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui maintenant, qui voient exactement... comme Ceuta, là, c'est pas Radio-Québec. Là, il y a beaucoup de personnes qui ont... Merci, Joe Real. Il y a beaucoup de personnes qui ont compris que c'était une opération, là, que c'était artificiel et que c'était... c'est-à-dire que les gens, maintenant, réfléchissent. C'est-à-dire, on n'a plus nécessairement besoin... Radio-Québec n'a plus nécessairement le monopole des idées originales. On ne l'a jamais eu, là, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, on est heureusement surpris de ce qu'on lit sur X. Ah ouais, je ne suis pas seul à penser comme ça. Ah ouais, il y a beaucoup de personnes qui pensent de la même façon, et puis c'est... Pas nécessairement que ce soit une bonne chose, mais c'est que... En tout cas, c'est ça. Il y a une activité une activité intellectuelle intéressante. Nos idées ont fait boule de neige. Maintenant, de plus en plus de personnes voient les choses. Et puis, ouais, on n'est plus du tout comment... On n'est plus les soldats digitaux naïfs de 2019-2020, là. On n'est plus du tout... on est une méchante gang à avoir clair sur ce qui se passe. Voilà. Allez, tout le monde...
On se donne rendez-vous cette semaine ou sinon dimanche prochain pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Merci à ceux qui nous aident. Et puis, on se quitte sur Heavy Pulp. Sweet land. Sweet land of the weary and the wild. Oh, where are you, my sweet child? The garden's either dying or about to come alive. The river's either drying or it's deep enough to dive. Can't tell if it's the dusk or if it's breaking into dawn. Are we going on or are we going? Somebody said a storm is coming, but it's been a long time. I don't know what's up ahead, but please, baby, don't you look behind. So tell me, is it gonna be free energy forever, or just the same damn old grind? Singing, sweet land of the weary and the wild. Are we 1 year from the grave, or is this just the beginning? My sweet child, oh, you're my star-spangled fever dream. Half a savior, half a liar. 250 summers and we're going higher, singing, sweet land, going. The neighbors might be coming with a casserole or a gun. The kids are either screaming or they're laughing in the sun. Is the timeline coming undone, or is it coming in clear? The fireworks are blinding, but I'll keep on dancing here. And nobody can promise me that we're gonna make it to the light. So is it an awakening, or is this a knife in the night? So come on, brother, sister, stand up tall, because guess what? Where we go one, we go all. If you can hear this from the other side, across this great quantum divide, don't get me wrong, now is the time to stay strong. So, with all of that, I'll say,